Monsieur le secrétaire perpétuel et monsieur le vice-président de l'Académie de médecine, monsieur le vice-président de l'Académie des sciences, mesdames les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir d'ouvrir cette séance conjointe avec l'Académie de médecine. Nous traitons aujourd'hui d'un grand sujet. Et d'ailleurs, en regardant la salle pleine, on voit que ce sujet attire énormément de monde. Je pense que c'est un sujet très bien choisi. Je dirais presque que c'est un méga sujet, celui des mathématiques, des mégadonnées, de la santé et du cancer. Donc c'est un grand programme pour une petite après-midi, mais je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Alors ce sujet a été initié par l'Académie des sciences, au niveau de l'Académie des sciences, par Cédric Villani, aujourd'hui député et premier vice-président de l'OPEXT. Cédric Villani n'est pas là aujourd'hui, il est actuellement en Afrique avec le président de la République, mais nous pourrons l'écouter tout à l'heure au moyen d'une vidéo. L'organisation de la séance a été portée par Bernard Nordlinger de l'Académie nationale de médecine et Nicolas Ayache de l'Académie des sciences. Et c'est Nicolas Ayache qui présentera dans un instant la problématique et le contenu de la séance. Et Bernard Nordlinger va traiter des messages à emporter, les take-home messages, en fin de session. Donc sans plus tarder, on a choisi de donner la parole donc à Daniel Couturier qui va nous dire quelques mots. Et puis ensuite, très rapidement, on passe la parole à Nicolas Ayache. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement dire qu'il y a un peu moins d'un an, Bernard Nordlinger, membre de l'Académie de médecine, et Cédric Villani proposaient d'entreprendre une réflexion pour nous aider à préciser l'apport du big data en médecine. De façon à rendre la démarche aussi accessible que possible, il a été décidé de prendre un exemple dans un certain domaine. Le cancer était le premier domaine qui venait à l'esprit. Ce groupe, qui compte 26 membres appartenant aux deux institutions et qui a fait venir à lui quelques prestigieux invités extérieurs, a entrepris avec beaucoup d'enthousiasme l'exploration de ce domaine en plein développement et qui suscite beaucoup d'espoir. Quand le comité de liaison entre les deux académies a proposé de consacrer une de nos séances à ce sujet, les réflexions étaient déjà avancées. Un programme intéressant et bien équilibré a pu être rapidement mis au point. Je tiens à souligner le dynamisme de Bernard Nordlinger et de Cédric Villani. Ils n'ont pas ménagé leur peine pour nous apporter une vision large et objective de ce sujet. J'ajoute, d'une façon plus générale, la conception d'une séance biacadémique à partir des réflexions d'un groupe de travail mixte s'est avérée extrêmement fructueuse. Cette façon de faire pourrait être considérée comme un exemple pour l'avenir. Merci. Donc je passe la parole maintenant à Nicolas Ayache. Très bien. Non, mais ce sera mieux d'ici. Donc, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, notre groupe de travail s'est réuni une dizaine de fois cette année, a auditionné plus d'une trentaine de chercheurs, de médecins ou d'industriels. Et donc, comme l'a rappelé le président, Cédric Villani, qui devait introduire cette session avec nous, est empêché puisqu'il est à Ouagadougou aujourd'hui. Et il nous a transmis une courte vidéo que nous allons maintenant regarder. Bonjour, je suis Cédric Villani, mathématicien, député, membre de l'Académie des sciences, et je m'exprime ici en tant que co-organisateur avec le professeur Bernard Nordlinger d'un groupe de travail, d'un groupe de réflexion qui se réunit régulièrement pour explorer et discuter de l'interface entre mathématiques et médecine. Mathématiques et sciences du vivant, de façon générale, c'est une collaboration qui a mis longtemps à émerger. Pendant des siècles, la mathématique et la physique sont allées main dans la main avec un enrichissement mutuel très important en termes de concepts. En revanche,
l'interface mathématique sciences du vivant, a émergé seulement de façon bien plus récente et de façon assez frustrante, il faut l'avouer, parce qu'on a réussi en la matière à isoler qu'un très petit nombre de concepts théoriques. Alors, on espère que dans tout ça, les sciences mathématiques, avec la caisse de résonance que constituent les sciences du numérique, peuvent apporter une aide précieuse, peuvent apporter de l'ordre un petit peu. Et on a vu ça émerger à travers plusieurs directions. Première direction, c'est l'analyse d'images, reconnaissance de maladies, de reconnaissance automatique d'organes, diagnostic automatique pour des tumeurs, toute une série d'applications liées à l'identification et à la classification, et qui ont été rendues possibles par l'arrivée de grandes banques d'images, de nouveaux algorithmes pour l'analyse statistique, des techniques dites d'apprentissage qui permettent à partir de banques d'exemples d'entraîner un algorithme à reconnaître automatiquement dans quelle catégorie on se place. On a vu aussi la possibilité de faire appel à des algorithmes plus sophistiqués, plus précis dans la résolution de modèles, que ce soit des modèles de type causalité ou soit des modèles de simulation par équation différentielle ou équation aux dérivées partielles, avec la montée en puissance du calcul à haute performance. Toutes ces avancées se sont faites en majorité grâce au développement de l'arsenal de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle moderne, beaucoup basée sur les statistiques, les grandes données et l'apprentissage. Mais on a vu aussi des avancées spectaculaires se faire dans les modèles, la simulation des modèles, et on a en tête qu'un jour certainement, et ça ne va peut-être pas si éloigné, ces approches statistiques d'une part, modélisation d'autre part, vont venir converger et se renforcer mutuellement. Au-delà des enjeux scientifiques et technologiques, nous voyons arriver aussi toute une gamme de nouveaux problèmes que ça pose par rapport à la société, par rapport aux politiques, et des enjeux qui sont très présents dans la réflexion sur la mission au sujet de l'intelligence artificielle que je coordonne pour le gouvernement. Parmi ces enjeux, nous avons l'évolution du travail et beaucoup de métiers dans l'ensemble de l'écosystème médical pourront être affectés par la montée de ces méthodes mathématiques, de ces méthodes d'intelligence artificielle. On a coutume de dire que, par exemple, le métier de radiologue tel qu'on le connaît va disparaître ou tout au moins évoluer de façon importante. Une autre problématique très importante, c'est la problématique des bases de données. Quelle grande plateforme pour partager l'information, quel processus, quelle loi aussi, quel environnement juridique. Comment faire en sorte que les données qui sont dans nos hôpitaux, dans nos systèmes administratifs de santé, puissent alimenter les projets de développement au service du bien commun, au service de la santé des citoyens, au service des projets de recherche, au lieu de juste être classifiés et protégés par le secret médical. Évidemment, nous avons à cœur la protection des données personnelles, la protection du secret médical, mais d'un autre côté, la société ne peut pas s'interdire d'exploiter ces données pour l'usage collectif. Et vient derrière le débat sur l'éthique en général, qui en 2018 va nous occuper, le débat sur la révision de la loi de bioéthique, dans lequel il faudra revisiter des notions telles que justement partage des données, consentement éclairé du patient pour un usage qui peut sembler de plus en plus dur à appréhender. Un très grand enjeu en corollaire sera l'explication. Explication aux experts, explication aux praticiens, compréhension mutuelle des différents mondes. L'événement qui se tient aujourd'hui sous les auspices conjoints de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences en est un exemple. On est sur des enjeux passionnants, avec beaucoup de promesses, un certain nombre d'inquiétudes aussi. Pour expliciter les promesses, pour dissiper les inquiétudes, il convient d'en discuter, et pour que la société puisse s'emparer du problème, il convient
d'en débattre de façon publique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée en compagnie d'orateurs passionnants et d'un thème qui est passionnant. Très bien. Donc, comme cela vient d'être rappelé par Cédric Villani, notre session aujourd'hui introduit un domaine scientifique et technologique qui évolue très rapidement et dont les enjeux médicaux sont immenses. Et donc, pour l'illustrer, nous allons écouter 4 présentations. Emmanuel Bacry va nous présenter l'ouverture des données publiques de santé en France. Nous écouterons ensuite Thierry Collin nous présenter la modélisation des tumeurs à partir d'images radiologiques. Puis Chloé Agathe Azincote nous présentera la caractérisation des cancers par les données génomiques. Enfin, Jean-Yves Blais nous présentera la recherche clinique en cancérologie à l'ère des nouvelles technologies. Et Bernard Nordlinger conclura cette session avec une synthèse des messages à emporter. Alors, ce que je voudrais dire avant de passer la parole à nos orateurs, c'est qu'un point très important, à mon avis, c'est que les exposés de cette session vont nous montrer comment le mariage des mathématiques et de l'informatique, associé à d'autres sciences, notamment la biologie, la physique, la chimie, permettent d'exploiter des données qui sont des données cliniques, des données images, des données génétiques, et cela pour mieux guider le diagnostic, le pronostic et l'action thérapeutique, tout à fait dans l'esprit de la médecine de précision que notre confrère Alain Fischer nous a présenté en 2016 pour l'anniversaire des 350 ans de l'Académie des sciences. Également, comme nous le verrons au cours de ces présentations, les données acquises sur les patients sont extraordinairement hétérogènes. D'abord par leur nature, puisqu'elles peuvent inclure l'examen clinique, des images médicales, des données biologiques, génétiques, etc. Ensuite, par leurs échelles, puisqu'elles peuvent concerner soit l'individu entier, ou bien ses organes, voire ses cellules, ses gènes. Enfin, par la taille des données, qui varie de quelques kilooctets pour les données cliniques, à des téraoctets, voire davantage, pour les données génomiques. Pour construire un modèle numérique du patient, nous verrons que les chercheurs sont confrontés à des problèmes inverses formidables, dans lesquels le nombre de paramètres à estimer est souvent beaucoup plus grand que le nombre de mesures disponibles, et leur résolution n'est disponible que n'est possible en fait que par la modélisation fine des processus étudiés, et également grâce à des algorithmes très sophistiqués qui sont implémentés souvent sur des architectures dédiées, voire distribuées. Enfin, les avancées dans ce domaine soulèvent des questions éthiques sur la confidentialité des données médicales, Cédric Villani vient de l'évoquer, mais aussi sur la responsabilité en cas d'erreur. Faut-il incriminer les outils mathématiques et informatiques plutôt que le médecin qui les utilise? Une autre question concerne le rôle même des médecins face à de nouvelles technologies qui peuvent les concurrencer, voire les remplacer. Je pense par exemple, pour le dépistage du cancer du sein, à l'analyse automatique des mammographies. Nous avons auditionné la start-up française Therapixel, dont les algorithmes, entraînés par apprentissage profond sur des centaines de milliers de mammographies, font aussi bien que les experts. Et nous pourrions citer d'autres exemples, avérés ou à venir, en dermatologie, en ophtalmologie, en neuroimagerie, en cardiologie, en endomicroscopie, voire en radiothérapie ou chirurgie guidée par l'image. Il est probable que ces nouvelles technologies n'entreront en pratique clinique effective que lorsque leurs performances, validées sur un très grand nombre de cas, dépasseront suffisamment celles des médecins experts. Ceci facilitera leur acceptation par les patients d'abord, les autorités de santé publique et les médecins eux-mêmes. Car ces outils peuvent libérer du temps chez les spécialistes, leur permettre de prendre en charge plus de patients en se concentrant sur les cas les plus difficiles. C'est ce qui s'est passé dans le domaine des examens biologiques, aujourd'hui fortement automatisés. Les biologistes n'ont pas été remplacés, leur nombre a même augmenté, ainsi que le nombre d'examens pratiqués. On peut voir une analogie avec l'aéronautique. Les pilotes automatiques pilotent les avions aussi bien, voire mieux que les pilotes expérimentés, mais ils n'ont pas remplacé les pilotes. Et je pense que la relation humaine entre le médecin et le patient restera essentielle. Alors avant de passer enfin la parole à nos orateurs, je voudrais juste mentionner que le Collège de France consacrera prochainement une journée entière aux avancées de l'intelligence artificielle en imagerie médicale.
journée organisée par notre confrère Gérard Berry et le radiologue Francis Besse. Ce sera le 2 mai 2018 au Collège de France.